change. L'Afrique a un nouveau visage, l'Afrique a de grosses ambitions et de gros enjeux. Il y a des opportunités. Tu me disais ce matin que le timing était favorable, mais par contre, on n'a pas tout le temps devant nous parce qu'on n'est pas seul sur le terrain, que nous avons aussi des concurrents. Comment faut-il aborder ce marché et quelles sont peut-être les choses à retenir, les leçons à retenir et les pièges à éviter? À toi la parole. Merci. Merci d'abord, je voudrais remercier la COFAS et les partenaires de nous avoir offert la parole aujourd'hui, à moi-même et aussi à Samia qui a grandement contribué à cette présentation. La présentation va prendre un ton extrêmement positif. On a vu l'évaluation des risques. Je pense qu'il est de notre rôle en tant qu'institution de développement, justement, d'être porteur d'un message d'espoir. C'est notre business. Je pense que c'est aussi de croire en l'avenir, le rôle de tout investisseur. Et cette présentation est aussi là pour vous encourager à venir sur le continent africain et saisir les potentiels. Cette présentation va tourner autour des perspectives économiques de l'Afrique en 2014 et puis au cours des prochaines années. Je pense qu'il faudrait retirer la petite vidéo, sinon vous ne verrez plus les slides. Voilà. Par derrière, j'ai aussi présenté comment le Maroc est en train de se positionner en tant que hub sur le continent, quels sont ses atouts, quelles sont ses forces, mais aussi de voir quels sont les défis que doit relever le Maroc pour se positionner efficacement comme un relais entre les pays émergents, les pays développés et l'Afrique. Il y a effectivement un regard qui change sur l'Afrique, le regard porté à la fois par les investisseurs et par les politiques, alors que le continent est en train de se transformer de manière profonde. Ce que l'on peut voir, c'est que la croissance pendant la décennie 2000 a été relativement bonne en Afrique, de 6,3% en moyenne, plaçant le continent en deuxième pôle économique mondial, juste derrière l'Asie. C'est quand même un taux de croissance qui a été 2 à 3 fois plus élevé que les pôles plus développés en Europe, en Amérique du Nord ou en Amérique latine. C'est aussi une croissance qui a été relativement résiliente à la crise. Certes, les économies africaines ont dû faire face à des effets de second tour. Néanmoins, depuis 2007, le continent affiche en moyenne une croissance d'à peu près 5%. Ce qui est aussi un fait relativement nouveau sur le continent, c'est que ces taux de croissance ne sont pas simplement portés par les économies exportatrices d'hydrocarbures, c'est aussi porté par un certain nombre d'économies qui sont en train de se diversifier et on verra par la suite qui ont été portées par leur demande interne. Si l'on regarde l'Afrique en 2014 et selon nos prédictions, les taux de croissance affichés par les différentes régions, aussi en particulier les régions d'Afrique subsaharienne, sont relativement bons. 7% en Afrique de l'Ouest, 6%, plus de 6% en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Chose qui est aussi extrêmement intéressante, c'est que parmi les 35 économies à la croissance la plus rapide au niveau mondial, il y en a plus de la moitié à l'heure actuelle qui sont africaines. Il y en a 4 parmi les 10 premières et aussi, fait relativement nouveau, ce ne sont pas encore une fois des économies qui sont exportatrices d'hydrocarbures, ce ne sont pas aussi des économies qui sont en reconstruction après un conflit, c'est aussi le fait d'économies qui ont eu des trajectoires de croissance plus stables, telles que par exemple la Tanzanie ou le Burkina Faso. Ce que l'on voit aussi en termes des équilibres macroéconomiques, et ici je vais être un peu plus positif, c'est qu'il y a une stabilisation de ces équilibres macroéconomiques et un certain nombre des démons des années 80 sont en train de devenir plus qu'un mauvais souvenir. L'inflation sur un certain nombre de ces pays est en train d'être maîtrisée, elle est même faible, plutôt faible dans un bon nombre de pays. Les soldes budgétaires sont aussi relativement bien maîtrisés dans un certain nombre de pays et la balance commerciale sera, selon nos prévisions, excédentaire aussi dans un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Si cette balance commerciale est excédentaire, c'est aussi parce que c'est une région qui est encore très fortement dépendante des matières premières et on a vu que les cours de ces matières premières sur les marchés internationaux ont évolué de manière extrêmement favorable et c'est le miroir parfait, on le voit, des flux commerciaux du continent avec le reste du monde. La part, malgré tout, de l'Afrique dont les flux commerciaux au niveau mondial restent faibles, 3,2% à peu près des exportations et des importations. Néanmoins, ces ressources naturelles peuvent encore
au cours des prochaines décennies, et alors que la gouvernance en Afrique est en train de s'améliorer, jouer un rôle fondamental dans la construction de ces économies pour le financement du développement des infrastructures, pour le financement aussi du développement du capital humain. Quand je dis que les réserves sont extraordinaires, par exemple, l'Afrique contient 85% des réserves mondiales de platine, contient 80% des réserves mondiales de chrome, contient 75% des réserves mondiales de phosphate et 40% de l'or. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que les investissements directs étrangers dans les industries extractives sont en train de diminuer de manière constante au fil des années, ce qui est le témoignage de cette transformation structurelle de l'Afrique. On voit que ces investissements en direct étrangers ne représentaient plus que 25% de l'intégralité des investissements, et ce chiffre est tombé à 17% en 2013. Effectivement, les moteurs de la croissance en Afrique sont en train de changer. Selon nos prévisions, on voit au cours des 3 prochaines années que la consommation privée va être vraiment le relais, va prendre vraiment le relais en termes de croissance sur le continent. On voit aussi que les flux financiers sur le continent sont en train de changer de nature. La part de l'aide publique au développement est en train de diminuer de manière relative et on voit un accroissement progressif des investissements directs étrangers ou des investissements dans le portefeuille. Quand je parle de l'évolution de cette croissance privée, elle évolue à cause de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que la population africaine est la seule population mondiale au cours du prochain siècle qui va subir une croissance, mais une croissance extraordinaire, qui va faire que le continent va, à la fin de ce siècle, avoir une population qui va être de la même taille de l'Asie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'âge moyen en Afrique, c'est 18 ans, à comparer à 32 ans pour les BRICS. Ça veut dire que d'ici 2040, en Afrique, il y aura 1 milliard de personnes qui seront en âge de travailler. Ça veut dire que d'ici 2050, il y aura un travailleur sur 4 à un travailleur sur 5 qui se trouvera sur le continent. Ce qui veut dire que potentiellement l'Afrique va devenir la nouvelle usine du monde d'ici les prochaines décennies. Pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, pour bien visualiser ce que ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest, d'ici 2030, aura une taille de population qui sera l'équivalente de celle de l'intégralité de l'Europe. Si l'on prend uniquement le Nigeria aura une taille de la population qui sera équivalente à l'Europe de l'Ouest et du Sud. Et d'ici 2050, l'Afrique de l'Ouest, en termes de population, sera équivalente à celle de la Chine. C'est-à-dire la Chine sera aux portes du Maroc en termes de population. C'est aussi une population africaine qui s'urbanise. On voit que cette urbanisation est soutenue. On a actuellement atteint 40% de la population africaine qui est urbaine. D'ici 2050, ce taux passera à 50%. Il y a 65 villes qui auront plus d'1 million d'habitants d'ici 2016. Ce qui est extrêmement aussi intéressant à noter, c'est que ces villes ne sont plus simplement des villes côtières, c'est aussi des villes qui se développent à l'intérieur des terres et qui témoignent du développement aussi des infrastructures. Ceci entraîne des changements profonds au niveau de la consommation, notamment en termes de consommation de produits qui sont transformés, mais aussi en termes de consommation publique, puisque les défis changent, par exemple en termes de sécurité alimentaire. Les défis changent aussi en termes d'approvisionnement, de gestion des services publics de base dans les centres urbains, par exemple en termes d'eau et d'assainissement. Il y a aussi des nouveaux besoins en services qui sont en train de naître, en termes de transport, en termes de planification, d'urbanisme, en termes d'éducation, de santé, de télécommunications, dans tous ces nouveaux pôles urbains en Afrique. Et c'est pour finir aussi une classe moyenne qui est en expansion, une expansion qui est timide, mais selon nos prévisions, la classe moyenne en Afrique passera d'ici 2060 à 1,1 milliard d'habitants. Pour l'instant, cette classe moyenne, c'est 400 millions d'habitants. C'est une classe moyenne qui est de moins en moins dépendante de l'agriculture, qui repose de moins en moins sur les services publics, qui consomment de manière beaucoup plus privée les services en termes de santé, en termes d'éducation. C'est aussi une population qui se nourrit mieux et qui est extrêmement consommatrice de services. Il faut voir aussi que la notion de classe moyenne en Afrique est très différente de la notion de classe moyenne ailleurs dans le monde. C'est une classe moyenne plus pauvre, mais qui consomme beaucoup plus de produits à haute technologie de manière relative, ce qui demande, alors que l'on discutera du positionnement du Maroc en tant que hub, la nécessité potentiellement d'un accompagnement pour les investisseurs étrangers, comprendre quels sont les besoins de cette nouvelle classe moyenne émergente au niveau mondial. Effectivement, si on regarde l'évolution des investissements directs étrangers, ils ont bien saisi aussi cette malle.
Les investissements ont augmenté de manière extraordinaire au cours du siècle dernier, néanmoins, sont principalement capturés en Afrique australe. On voit néanmoins que les secteurs qui sont les premiers bénéficiaires sont les secteurs des services, le secteur bancaire, le secteur des télécommunications. L'immobilier est aussi en très forte croissance sur le continent pour répondre aux besoins de la population africaine, comme je disais, qui s'urbanise et qui augmente. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les pays africains sont en train de mettre en œuvre tout un certain nombre de réformes pour améliorer le climat des affaires. Et de fait, le classement des économies les plus attractives change constamment. On voit que le Kenya, cette année, a eu une très très bonne performance, capture 10% des IDE. On voit dans cette dynamique-là aussi que le Maroc se positionne extrêmement bien, ce qui permet au Maroc de réellement prétendre à sa position de hub. Néanmoins, alors que l'on est en train de construire ce hub, il faut que le Maroc réalise bien aussi que la dynamique des partenaires est en train de changer de manière profonde autour de l'Afrique. Certes, la part du commerce à destination de l'Amérique du Nord et de l'Europe est toujours extrêmement importante, mais on voit le rôle extrêmement important aussi de nouveaux pays, dont la Chine ou l'Inde, qui ont vu leur part commerciale quasiment tripler en 10 ans. Ce qui aussi souligne l'urgence des nouveaux partenaires à s'inscrire dans cette dynamique, puisque les choses sont en train d'aller extrêmement vite sur le continent africain. Néanmoins, il faut garder en mémoire qu'il y a tout un certain nombre de défis, d'où la nécessité aussi d'un accompagnement des entreprises lors de la constitution du hub. Si l'on regarde les principaux défis mentionnés par les entreprises, il est normal que les infrastructures et le climat des affaires apparaissent comme des contraintes qui sont majeures à l'investissement en Afrique. Les chaînes de valeur à l'exportation sont toujours extrêmement dominées par les grandes entreprises avec des difficultés d'insertion pour les nouveaux entrants. Les marchés aussi domestiques, même s'ils sont relativement ouverts, sont parfois captifs, ce qui ne facilite pas la pénétration aussi nécessairement des nouveaux entrants. Ce qui est aussi extrêmement intéressant de noter, c'est que tout reste à faire en termes de commerce intra-régional en Afrique. Même si les marchés sont plutôt bien intégrés, on peut mentionner par exemple la CEDEAO, on peut mentionner la COMESA. Un investisseur qui s'intéresse à l'Afrique, dans ces marchés-là, lorsqu'il investit dans un pays africain, en réalité, il a immédiatement accès à des blocs économiques qui partagent une même monnaie, qui partagent souvent des mêmes cultures et des mêmes besoins, à la fois en termes de consommation et d'investissement. Je ne peux pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais ce qui est intéressant de noter de l'étude que l'on a réalisée à ce niveau-là, le premier point en Afrique, par exemple ici de l'Ouest, c'est que les pays sont extrêmement actifs pour conduire des réformes, pour attirer les investisseurs étrangers. Le deuxième point, c'est que les besoins sont extrêmement complémentaires entre ces pays-là. Les besoins en termes d'investissement pour développer le BTP, pour développer les
d'Or, le nouveau port de Safi. Tout ceci dans une logique où le Maroc cherche à développer de manière intégrée son hinterland, l'accès de ses marchés à son hinterland, et aussi le développement très fort du multimodal afin d'abaisser les coûts de transport. Ce qui est aussi très intéressant dans le cas marocain, contrairement à d'autres pays de la zone, c'est qu'il y a des entreprises, à la fois publiques et privées, qui se sont inscrites dans cette dynamique et qui peuvent faire un appel d'air. On voit par exemple le cas de l'ONET, qui a une très longue coopération avec l'Afrique et qui a permis de valoriser un certain savoir-faire marocain, notamment dans la gestion de l'eau, des questions d'eau et d'assainissement dans des environnements très difficiles. Le secteur privé est aussi en train de se positionner en tant qu'ambassadeur de l'expertise marocaine. Ça se joue principalement à travers les services. Si on prend par exemple le cas d'Atijari Wafaban, qui est un exemple, on peut voir qu'en 3 ans, ils se sont mis à réaliser 50% de leurs profits sur la zone Afrique. Ce qui est plus intéressant de cette expérience-là, c'est de voir, ça a mis en lumière un certain nombre d'atouts que les entrepreneurs marocains ont développés au sein de l'économie marocaine. La première chose, c'est qu'ils se positionnent sur le marché africain dans une logique, non pas de court terme, mais une logique de long terme. C'est aussi l'approche chinoise qui leur a permis d'être beaucoup plus performants qu'un certain nombre d'autres acteurs au cours des 10 dernières années. Et puis les atouts qui ont été développés à partir de l'expérience marocaine ont été extrêmement valorisés. C'est la capacité de pouvoir fonctionner dans un marché éclaté, avec la capacité de pouvoir fournir des services à des clients qui sont fortunés, mais aussi de petits épargnants, travaillant sur des segments beaucoup plus risqués, avec la bancarisation, par exemple, des segments à plus faible revenu, des segments qui étaient d'habitude touchés, plus le fait des activités de microfinance. C'est aussi le développement de services qui sont spécifiques à la classe moyenne africaine, notamment de la réduction des coûts des transferts aux migrants, qui a été extrêmement valorisé par les pays cibles. Si on regarde aussi l'exemple de Managem, il y a aussi une leçon à prendre, une leçon qu'on a pu aussi tirer de l'expérience de la RAM, ça a été d'intégrer les recrutements locaux dans les stratégies de développement. L'intégration de ces recrutements locaux aussi dans le développement de Managem, ça a été aussi d'amener ces locaux dans des centres de formation à Marrakech pour leur permettre de prendre des rôles de décision au sein des entités. Pourquoi c'est extrêmement important? C'est extrêmement important parce que ça permet aussi aux entreprises de bien comprendre les besoins des marchés et de beaucoup mieux adapter leurs services ou leurs industries au marché africain, comme je le disais, avec cette montée de la classe moyenne qui n'est pas nécessairement semblable à la classe moyenne dans les pays plus développés. Je vais passer très rapidement, il y a de très très grands acteurs, Casa Finance City qui est en train de développer son hub financier, les bourses, la bourse aussi de Casablanca qui est aussi en train de s'ancrer dans une logique africaine. Il y a de très nombreux acteurs au niveau des banques, des assurances, des télécoms, des mines. On pourra, j'en suis sûr, en discuter de manière beaucoup plus approfondie lors des débats. Quels sont alors les atouts du secteur privé marocain? Je disais une bonne appréciation du risque dans des milieux qui sont relativement difficiles, une meilleure capacité de fonctionnement aussi dans des environnements qui sont difficiles, où le capital humain n'est pas forcément là, où les services de base sont très souvent déficients, la capacité d'apprécier aussi les besoins des sociétés en développement, la capacité aussi d'appréhender des segments de marché, comme je le disais, qui sont éclatés et de définir dès lors des produits qui sont parfois plus adaptés, la définition de structures plus légères et la capacité, pour nous extrêmement importante, d'intégration des talents locaux. Comment est-ce que maintenant le Maroc peut aller plus loin dans sa relation avec l'Afrique? La première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a des très grands défis malgré tout pour le Maroc. Si l'on regarde l'évolution de la part du marché du Maroc en Afrique subsaharienne, celle-ci est passée de 0,14% en 2000 à 0,26% en 2010. Il y a quand même des marges de progression qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, le commerce du Maroc avec le reste de l'Afrique est limité par la faible complémentarité des exportations marocaines vis-à-vis des importations africaines. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire par là, c'est ce qu'exporte le Maroc ne répond pas nécessairement aux besoins d'importation des marchés africains. Si l'on prend par exemple un autre cas, le cas de l'Égypte, qui lui-même se positionne comme un hub sur l'autre partie de l'Afrique, on voit qu'ils ont un indice de complémentarité qui est beaucoup plus fort que le Maroc sur les pays africains. Quels sont les défis? Premier défi, c'est des questions d'innovation et de chaîne de valeur au Maroc. Les chaînes de valeur se sont relativement peu développées au cours des 30 dernières années. Et ces chaînes de valeur, on voit aussi
ils ont faiblement grimpé les échelons de la valeur ajoutée. Si l'on regarde maintenant la composition du panier des exportations, on voit aussi que ce panier a faiblement évolué en 30 ans. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là où il a évolué, par exemple la partie en rouge, on voit l'exportation de composants électriques, c'est là où il y a eu des gains de part de marché en Afrique. Donc il y a un véritable potentiel si le Maroc se transforme structurellement. Si l'on voit encore l'évolution de la sophistication des exportations, on voit que cette tendance a été haussière, certes, mais c'est fait à un rythme beaucoup moins soutenu que certains autres pays de la sous-région ou que des pays d'Asie du Sud-Est. En fait, si on regarde la distribution des produits marocains, on voit que c'est une économie qui est certes diversifiée, mais qui exporte des produits qui peuvent être relativement communs, et ce qui fait qu'ils rentrent directement en compétition avec tout un certain nombre d'autres acteurs alors qu'ils cherchent à pénétrer les marchés africains. En fait, tout ça vient aussi du fait qu'il y a une dynamique au niveau des PME au Maroc qui n'est pas forcément extrêmement élevée. Les petites firmes restent petites. Si on regarde par exemple une start-up, la probabilité pour que cette start-up atteigne emploi 100 employés au bout de 5 ans n'est que de 0,4%. Il y a deux voies complémentaires pour que le Maroc puisse répondre à ces défis. Deux voies complémentaires qui doivent travailler en synergie. Il y a le développement du maillage économique national, le développement des chaînes de valeur, diversifier la structure productive, mais aussi faciliter les investissements directs étrangers en important cette innovation, en continuant de travailler sur ces concepts de colocalisation. Quand je parle d'importation, d'innovation importée, il y a un certain nombre de partenaires aujourd'hui qui sont présents dans cette salle, par exemple BMCI, qui permet à la fois de venir avec tout un savoir-faire, mais aussi des réseaux qui existent, et c'est vraiment de ça dont on parle. Comment est-ce que l'on peut changer la donne ? On a analysé avec nos partenaires, le gouvernement marocain, et puis le Millennium Challenge Corporation des États-Unis, les contraintes au développement du secteur privé, et on a vu qu'il était nécessaire de travailler sur deux points particuliers au Maroc pour pouvoir favoriser le développement, la dynamique au niveau du secteur privé. La première chose, c'est la nécessité au Maroc de continuer d'appuyer le développement du capital humain. Les taux d'alphabétisme restent extrêmement élevés, même s'il y a eu des progrès au niveau de l'enseignement primaire, les taux de scolarisation dans le secondaire et dans le supérieur restent toujours relativement faibles. Il y a aussi des contraintes au niveau microéconomique. Ces contraintes tiennent de la nécessité d'améliorer la fiscalité. Il y a eu de très nombreuses réformes qui ont eu lieu avec un système qui a perdu progressivement en lisibilité et un grand nombre d'entreprises qui identifient les taux d'imposition comme une contrainte majeure. Il y a la nécessité d'améliorer le système juridique. Ce n'est pas nécessairement au niveau des textes que se trouve le problème. Ces problèmes qui sont liés plus à des délais au niveau de l'exécution, à des retards, à des questions d'interprétation. Il y a des nécessités d'améliorer aussi la question foncière, avec ici un régime à double vitesse, avec deux régimes qui régissent le foncier, un régime traditionnel et un régime d'immatriculation foncière, avec des problèmes qui peuvent être liés à la sécurisation du foncier, au délai de transfert des propriétés, et puis toujours cette idée qu'il faut améliorer la gouvernance au Maroc, même si de nombreuses avancées sont réalisées. Et puis qui chapeaute tout ça, il y a vraiment le besoin au Maroc aussi de développer une meilleure coordination. Coordination avec, au sein du privé, en travaillant vraiment sur la notion des écosystèmes au niveau du Maroc, entre le public, pour que les stratégies sectorielles trouvent une cohérence d'ensemble, mais aussi entre le public et le privé, pour qu'on a noté de nombreux problèmes de communication et de sensibilisation des investisseurs marocains, qui ne saisissent pas nécessairement tout l'appel qu'il peut y avoir, tout l'intérêt qu'il peut y avoir à essayer de se positionner sur l'Afrique. Et ici, Maroc Export va jouer un rôle extraordinaire. Mais c'est aussi sur d'autres marchés, tels que par exemple les États-Unis, on voit que l'accord qui a été passé avec les USA est finalement très peu exploité par les entreprises marocaines. Néanmoins, ce qu'il faut voir, et c'est ça le signe qui est extrêmement encourageant, c'est que le Maroc cherche à répondre activement à tous ces défis. Et nous l'appuyons, nous, dans ce sens, à travers, par exemple, la stratégie industrielle qui soulève de nombreux des points que je viens évoquer, avec une stratégie qui cherche à y répondre, le plan urgence éducation qui a cherché à répondre au problème du capital humain et qui est en train de se terminer. Il y a la question aussi au niveau de la mise en place du programme Akama pour essayer d'améliorer la gouvernance et la transparence de l'État
la réforme de la fiscalité qui a été amorcée. Au niveau du foncier aussi, il y a la mise en place, par exemple, des contournements de contraintes avec la mise en place des zones industrielles ou de ces zones logistiques qui permettent aux investisseurs directs étrangers, excusez-moi, de pouvoir contourner le problème de ce double régime au niveau du foncier. Et puis les grandes réformes au niveau du secteur financier qui accompagnent le Maroc à la fois dans le financement de ses entreprises, mais aussi dans son positionnement en tant que hub financier sur le reste de l'Afrique. Et nous l'accompagnons aussi solidement dans ce sens. Je vais conclure sur le fait que malgré tout, alors que l'on cherche à développer le Maroc en tant que hub sur l'Afrique, il est très important pour le Maroc de ne pas perdre de vue, et pour les investisseurs, de ne pas perdre de vue l'Afrique. Et c'est-à-dire de vraiment se positionner dans une relation gagnante-gagnante, sinon cette dynamique n'arrivera pas à se concrétiser. C'est-à-dire se positionner comme un véritable hub, contribuer de la même à l'intégration de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiale. Il faut avoir alors une véritable réflexion sur les gains tarifaires et non tarifaires que l'Afrique a dans cette nouvelle relation avec le Maroc. Et nous nous inscrivons, justement, nous sommes en train de réaliser des travaux pour essayer d'accompagner les entreprises dans ce sens. Et c'est aussi de promouvoir la colocalisation de manière plus appuyée. On parle souvent des entreprises européennes, des entreprises américaines qui viendraient s'installer au Maroc, mais c'est aussi de faciliter l'entrée des entreprises africaines sur le sol marocain pour permettre à ces entreprises de transformer un certain nombre de produits africains et de permettre de les réexporter sur les marchés internationaux. Et puis, c'est aussi de faire en sorte que l'expérience africaine permet de mettre en adéquation des besoins et des produits. On a vu qu'il y avait une meilleure connaissance des marchés non matures, ce qui facilite l'entrée, par exemple, de l'Europe sur les marchés africains. Mais c'est aussi que le Maroc, et c'est là le vrai trait d'union entre l'Afrique et le reste du monde, c'est que le Maroc connaît aussi ce dont ont besoin les marchés matures. Et c'est là où elle peut aussi guider les exportateurs africains dans leur conquête de nouveaux marchés. Je vous remercie. Merci. Tu fais de moi une modératrice très heureuse parce que c'est de la bombe ce que tu nous as présenté là. À en juger par le nombre de questions que j'ai reçues et pas en une autre. Merci. Écoute, plein de bonnes nouvelles, plein de belles choses que tu nous présentes aujourd'hui, plein de choses concrètes également. Tu nous parles d'1 milliard de personnes en âge de travailler, tu nous parles de l'usine du monde, de la Chine aux portes du Maroc. C'est beaucoup de challenges, beaucoup de belles choses, beaucoup de signaux positifs en tout cas. Je pense que la salle ne me dira pas le contraire. J'ai beaucoup de questions et j'aimerais déjà répondre à une première question qui m'a été posée plusieurs fois pendant que tu faisais ta présentation. Est-ce que la présentation est téléchargeable? Je précise à tout le monde que toutes les présentations vont être téléchargeables sur le site cofas.ma. Donc voilà, ça pour éliminer la première question. Ensuite, j'ai des questions assez diverses, mais beaucoup rejoignent un petit peu celles que j'avais moi-même présentées, celle de la compétitivité du Maroc par rapport à ses ambitions. Notamment, donc, dans l'une des questions, on me dit est-ce que les dernières décisions du gouvernement, la hausse du SMIC ou encore la hausse du prix de l'électricité ou autres intrants va impacter la compétitivité du Maroc et peut-être remettre en question ses ambitions. Est-ce qu'elle va réduire aussi le pouvoir d'achat et donc la consommation de la classe moyenne? Quelle est un peu la lecture que tu pourrais faire de ces décisions-là? Peut-être, si tu veux que j'enchaîne ou tu veux que j'arrête et que tu présentes que tu répondes après, je te présente les autres questions. Non, c'est bon. Juste une seule, comme ça on gérera le temps par la suite. Donc celle-ci est liée à la croissance de la démographie et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure qui est très très important et qui se résume un peu on va dire à la croissance inclusive. C'est le terme que vous utilisez. Donc la croissance démographique en Afrique, est-ce qu'elle n'est pas plutôt donc un frein à la croissance en elle-même ou est-ce que c'est plutôt un moteur? Comment agir et interagir avec cela? Je te laisse répondre et on prendra peut-être une ou deux autres questions avant de passer à la pause café. Très bien. C'est des questions qui sont extrêmement complexes. Et je n'ai pas forcément toujours de boule de cristal pour répondre à ces questions-là. C'est vrai que la croissance démographique en Afrique représente à la fois un défi et une opportunité.
on a cherché ici à le présenter au secteur privé comme une opportunité. Une opportunité pourquoi? Parce que même s'il y a une augmentation démographique, enfin, cette augmentation démographique, ça veut dire un marché qui est plus important, ça veut dire des besoins qui est plus important. Et de toute façon, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, que l'Afrique réponde à ces besoins. Il est impensable de penser qu'on a à avoir à la porte du Maroc et à la porte de l'Europe 1 milliard de personnes qui vivront en Afrique de l'Ouest et qui ne verront pas leurs besoins, notamment leurs besoins ne serait-ce qu'essentiels, qui soient remplis. Donc de toute façon, ça va demander une action concertée, une action qui va être, je pense, une action globale, pour pouvoir accompagner la transformation de ces modèles économiques pour répondre à ces défis, puisque ces défis sont d'une telle envergure, lorsque l'on voit la croissance démographique, qu'elle n'est pas que l'affaire des pays africains. Je veux dire, elle va devenir l'affaire de tous dans cette dynamique globale. Est-ce qu'effectivement c'est un défi? Est-ce que ça peut ralentir la consommation, la transformation structurelle? Encore une fois, ce que moi je préfère voir, c'est qu'on n'est pas encore dans cette situation-là. On voit que l'Afrique a 50 ou 60 ans pour se transformer et pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle en anglais « the youth bulge », c'est-à-dire l'épanouissement de la jeunesse. Pour l'instant, la moyenne d'âge est 18 ans. Il va falloir qu'au cours des 2 prochaines décennies, cette question du chômage des jeunes commence à être adressée en Afrique. Mais ce que l'on voit surtout, et ce qui est extrêmement encourageant, c'est qu'il y a un accompagnement extrêmement fort en termes de développement des infrastructures. Il y a une véritable volonté en Afrique de travailler sur les questions de gouvernance qui ont limité le développement du secteur privé et que c'est la mise en place de ces fondamentaux qui va permettre de répondre à ce problème. Et moi, ce que je préfère regarder au jour d'aujourd'hui, c'est réellement la dynamique positive au cours de ces 10 dernières années qui est accompagnée aussi par tout un certain nombre d'acteurs privés. Je pense que la présence de cette assemblée aujourd'hui témoigne de l'attrait de ce marché et c'est vous qui allez permettre de répondre à ces problèmes. La deuxième question, c'est la question de la compétitivité du Maroc. Je ne vais pas répondre à la question sur le SMIC, ni à la question sur l'énergie. Je pense que c'est des questions qui sont extrêmement sensibles, extrêmement politiques. Je pense qu'il n'est pas, c'est pas le lieu dans ce débat d'y répondre. J'ai ma petite idée, on peut en discuter par derrière en privé. Dans la compétitivité du Maroc, il y a aussi le coût de la logistique. Il y a d'autres facteurs, effectivement, qui peuvent... Parce que je pense que là où le Maroc a une carte à jouer, ce qui a été montré au niveau des défis, c'est qu'il est temps pour le Maroc d'assurer sa transformation structurelle et d'aller vers plus d'innovation. C'est l'importation de l'innovation sur le modèle marocain, le modèle de développement marocain, qui va maintenant lui faire gagner plus de compétitivité. On voit que si on regarde la sophistication des exportations, elle a très faiblement progressé. Ce n'est pas le modèle marocain qui est espéré pour le Maroc. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'au niveau du capital humain, il y a énormément de progrès à faire. Il y a le besoin d'avoir cette adéquation entre les emplois qui sont créés et le capital humain qui est formé au niveau du Maroc. C'est cet élan qui doit être créé pour permettre aux entreprises de gagner énormément de compétitivité. Il y a le retour de la diaspora aussi. Il y a le retour de la diaspora. Ce qu'on voit aussi qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du Maroc, les flux de cette diaspora sur le Maroc restent extrêmement importants, alimentent aussi cette transformation structurelle. Je pense qu'il est beaucoup plus important pour le Maroc à l'heure actuelle, lorsque l'on parle de compétitivité, de travailler sur les points que l'on a indiqués, et notamment la question des PME, de créer cet environnement des affaires qui permettent aux PME de se développer, PME qui sont généralement, certes, qui apportent le mieux l'innovation, et qui permettront à la fois de créer des emplois, permettre au Maroc de travailler ses capacités, de développer ses capacités d'exportation, et donc de faire d'une pierre deux coups, permettre à la fois au Maroc de travailler sur ses équilibres macroéconomiques et à répondre à des besoins sociaux extrêmement urgents. Ok, il y a d'autres questions que je vais réaffecter après au niveau des tables rondes ou des ateliers, mais j'en prends quand même deux qui sont assez éloquentes. Il y en a une qui vous demande, enfin qui te demande à toi, Vincent, si tu avais à identifier uniquement 2 facteurs qui ralentissent le développement endogène en Afrique, quels seraient ces 2 facteurs? Et puis, la question qui me brûle un petit peu les lèvres et qui me permettra aussi de faire la transition avec la suite de la journée, c'est comment améliorer et développer l'offre exportable marocaine. Très bien. Ce que j'invite les participants à lire, s'ils veulent voir réellement l'évaluation de défis sur l'ensemble de l'Afrique, c'est de lire notre stratégie décennale qui vient d'être publiée.
Je pense que nous, ce que l'on fait, c'est qu'on s'est axé à travailler sur 5 piliers opérationnels pour essayer de promouvoir en Afrique, et c'est notre rôle en tant qu'institution de développement, à la fois une croissance plus inclusive et une croissance plus verte. Quels sont ces piliers opérationnels, je pense, qui répondent bien, si on en parle, aux défis auxquels l'Afrique doit répondre. Premier pilier, c'est la question de l'infrastructure. Le deuxième pilier, c'est la question de la technologie et de la capacité du capital humain de s'approprier ces technologies en Afrique pour pouvoir faire progresser l'Afrique sur la valeur ajoutée. Troisième défi, c'est la question de la gouvernance en Afrique. Il y a des progrès qui sont réalisés, mais il y a énormément besoin de travailler sur la question de l'environnement, sur l'environnement des affaires et sur la gouvernance au sens large pour être sûr que les ressources naturelles qui sont en train d'être exploitées en Afrique soient vraiment mises au profit du développement du continent à travers ses infrastructures et son capital humain. Il y a la création aussi de l'environnement des affaires, la question de financer pour nous le secteur des affaires, et c'est là où je remercie la COFAS, parce que c'est généralement une question de risque. Les investisseurs ne viennent pas en Afrique parce qu'ils jugent que le risque est parfois trop élevé. C'est là où la COFAS accompagne, c'est là aussi où nous accompagnons, à la fois au niveau réglementaire, mais aussi au niveau des investissements. Et puis, le dernier challenge, c'est la question aussi de l'intégration régionale. On voit que les blocs sont là, mais on voit que le commerce au niveau africain ne se réalise pas. Si on veut vraiment que la croissance endogène de l'Afrique se réalise et que le plein potentiel de ce continent soit réalisé, il faut que les pays arrivent à mieux échanger entre eux.